Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live, ce nouveau webinaire sur la masterclass entrepreneur. Donc aujourd'hui, on va faire un module introductif à la masterclass entrepreneur que je propose et que je vais vous présenter en fin de vidéo. Pour ceux qui en font pas partie, je sais qu'il y en a qui en font partie là, donc il va y avoir quelques rappels intéressants, quelques petits reminders importants pour avancer. Donc soyez attentifs. Prenez de quoi prendre des notes, prenez un petit verre d'eau, coupez les distractions autour de vous, restez focus. On est ensemble pour quelques dizaines de minutes, je pense une bonne heure, en fonction des questions que vous aurez à poser à la fin. Et donc voilà, profitez de ce moment pour être vraiment là et être attentif, parce que je vais partager avec vous des conseils qui vous permettront d'y voir beaucoup plus clair dans votre activité, de poser les bonnes questions pour ensuite avoir les bonnes réponses, mais surtout avoir les bonnes opportunités. Et dans les opportunités, il y a le fait de trouver des clients. Tout le monde veut trouver des clients, mais personne ne fait vraiment l'effort d'aller chercher correctement. C'est ce qui bloque d'ailleurs la plupart du temps, parce que souvent on ne se pose pas les bonnes questions. Donc ça va être le but dans cette vidéo. OK? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais vite, parce que la plupart des gens vous me connaissez. Donc je m'appelle Fred, je suis photographe depuis une douzaine d'années, photographe de presse, journaliste, qui a été formé en journalisme à Sciences Po, et maintenant je donne des cours là-bas en tant qu'enseignant pour la partie photojournalisme. En parallèle de tout ça, j'ai monté un média et une agence de presse et je suis l'auteur de quelques bouquins et pas mal de formations sur les questions d'entrepreneuriat, de photojournalisme, de photoreportage et aussi de productivité et très bientôt d'IA. Et ça, on en parlera. Euh, Certains ont reçu peut-être un mail à ce sujet ou vont recevoir un mail. Voilà, je fais un peu de teasing, mais j'en parlerai pas ici. Parce que c'est pas le but. Le truc intéressant, c'est que ça fait une douzaine d'années que j'entreprends, que j'ai monté des boîtes. Euh, je suis un petit joueur comparé à beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai vécu pas mal de situations que beaucoup d'entrepreneurs vivent au quotidien, et que ce soit avec des associés, avec des montants assez élevés ou des montages parfois un peu compliqués sur des thématiques assez différentes. Donc, notamment une entreprise de presse, une agence et une société immobilière. Donc ça fait beaucoup de choses différentes, beaucoup de choses à gérer. On l'a déjà vu dans les masterclass. Je vous renvoie sur la masterclass sur la productivité, où je donne des conseils pour comment on fait pour pas péter un câble et pas tomber en burn-out, comme ça à la mode. Ouais, pas péter un câble. Là aujourd'hui, on va voir comment gérer ça concrètement, comment on trouve des clients, comment on monte ce qu'on appelle des business plans, qui est un peu la clé pour monter des boîtes. Et surtout pour les garder et pas, on va le voir, pas abandonner au bout de quelques temps. Maintenant, c'est à moi de vous poser la question. Pourquoi vous êtes ici? Peut-être que c'est parce que vous voulez passer du salariat à l'entrepreneuriat. C'est une des raisons principales en général pour lesquelles les gens veulent lancer et monter une boîte. Donc, vous voulez peut-être monter une boîte. Bon, monter une boîte, c'est une belle expression qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, vous voulez peut-être créer une entreprise pour être à votre compte, créer votre propre salaire, votre propre revenu. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes en recherche de liberté. Et la question que vais vous poser là maintenant, c'est là où il faut pas s'endormir dans le chat, et il faut me répondre, c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez monter une boîte? Pourquoi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat? Dites-moi, je suis curieux. Ah, Valentin nous dit pour en chier. C'est bien, Valentin. Tu, euh, Ça se voit que tu connais le cours derrière. T'enjolives. Matt nous dit, c'est déjà fait. Pensez bien à mettre dans le chat tout le monde et pas hôte et panéliste. Cliquez sur le petit bouton bleu là, tout le monde. Mehdi qui dit, je veux être maître, j'imagine, de mes décisions. Katia nous dit ne pas avoir quelqu'un au-dessus de sa tête. Ouais, intéressant. Vincent nous dit boîte, c'est fait, mais il reste beaucoup à apprendre. Ouais, Vincent, on a toujours à apprendre. Fabrice nous dit développer son business de la boîte est déjà créé. Ok.
Sophie, c'est pas faux. Déjà fait depuis quelques mois mes recherches de liberté pro. Ok, en gros, vous avez quasiment tous monté une boîte déjà. Vous avez tous monté votre statut d'auto-entrepreneur, de micro-entreprise, d'auteur, peut-être peut-être en URL, peut-être en SAS. Ouais, Vincent en SAS. Valentin nous dit faire ma passion et me bouger pour la faire vivre. Yes. Théo, retrouver une liberté d'écrire, de documenter, s'affranchir des limites du fonctionnariat. Le fonctionnariat a des limites? On adore les fonctionnaires. Juste pour exercer ce métier de photographe, je souhaite maintenant développer l'activité pour monter en puissance. Yes. Ok. Bon. Euh, Si vous avez déjà monté une boîte, bah, c'est terminé. On va arrêter là pour le live. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Non, je rigole. Euh, Bien sûr que on va le voir, hein, monter la boîte, c'est le truc le plus facile au monde. Avoir un numéro SIRET, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Il suffit de faire un peu de paperasse. Vous avez des boîtes maintenant qui gèrent ça très bien, des cabinets de comptables qui font ça très bien. Concrètement, c'est pas la fierté de l'année d'avoir monté une boîte. C'est un truc, moi, j'aurais bien voulu qu'on me le dise quand j'ai commencé. Ça m'aurait peut-être mieux préparé à ce qui se passait derrière. Parce que ce qui est dur, c'est de rester dans le temps. Je pense que tout le monde, ça, le voit. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Alors désolé, ça va miner un peu le moral, mais c'est le but aussi de faire un petit warning dès le départ, c'est que 50% des boîtes en France n'atteignent pas les 5 ans. 50%. Il y a une boîte sur deux qui crève avant 5 ans. Voilà. Bon, moi je les ai montées il y a une dizaine d'années, enfin, pas toutes, mais la plus vieille il y a 10 ans. Donc ça, j'ai passé le cap. Et d'ailleurs, 25% des entreprises échouent dans les 2 premières années. Souvent, c'est corrélé au fait qu'il y a une tolérance la première année pour payer la CFE. Et au bout de 2 ans, ou 3 ans, il faut payer, et là, les gens crèvent. Bon, voilà. Ça, c'est la stat qui fait pas du bien. Après, il y a, comment vous le voyez, vous pouvez voir ça comme quelque chose de très négatif, quelque chose de très positif en vous disant, c'est un challenge. Si vous passez les 5 ans, vous faites ce que la moitié des gens n'arrivent pas à faire. Ce qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal sur le papier. Euh, c'est encore plus vrai, c'est encore plus dur pour les photographes et les métiers artistiques ou les prestataires de services qu'on juge non essentiels. Vous vous rappelez tous de la grosse blague du Covid, hein, avec toutes ces conneries de métiers non essentiels. C'est des conneries et en même temps, c'est pas tant des conneries que ça parce que ben, il faut pas se leurrer, il faut arrêter aussi de se croire plus important que les autres. Vendre des photos, concrètement, la société n'a pas forcément besoin de nous pour vivre, quoi. Ou, je veux dire, on n'apporte pas non plus une valeur énorme au monde. Alors on peut dire oui, pour le photojournalisme, on amène la vérité, le machin et tout. Oui, ok, bon, il faut se calmer un peu. Il faut redescendre un petit peu quand on est artiste-auteur ou quand on est photojournaliste ou quand on est entrepreneur tout court. Il faut bien se rappeler qu'on existe parce qu'il y a des gens qui veulent bien acheter ce qu'on fait. Et on va le voir, c'est un problème aussi, c'est que beaucoup de gens se lancent dans un marché ou avec une proposition de valeur qui les intéresse eux, mais qui intéresse personne d'autre. Et souvent, c'est ce qui fait que ben, la stat de tout à l'heure, hein, 50% n'atteignent pas les 5 ans. Parce que 50%, ils comprennent pas que globalement, tout ce qu'ils font, on n'en a rien à foutre. Voilà. Faut aussi dire les choses en mode bienveillance, mais réel, quoi. Parce que, voilà, personne n'a vraiment besoin de vous, concrètement. Si les clients que vous avez demain, ils décident d'arrêter de bosser avec vous, qu'ils utilisent l'IA, qu'ils utilisent quelqu'un d'autre qui est moins cher, globalement, à part s'ils vous aiment bien personnellement et qu'ils ont un peu d'empathie et qu'ils tiennent à vous, globalement, ils s'en foutent. On est tous d'accord sur ça, hein. C'est bien des fois de dire les vérités. Euh, voilà. C'est un métier qui est solitaire, qui est propice à tout ce qui est burn-out, dépression, tous ces trucs. Euh, Attention, hein, je dis pas que c'est... Il faut le prendre à la légère, hein, justement, sinon j'en parlerai pas. Euh, mais c'est un fait. Et il y a de plus en plus de gens qui se lancent parce que c'est de plus en plus facile de se lancer. Il y a rien de plus simple que de monter une boîte de photos, hein. On achète un appareil photo à la Fnac sur Internet, ça coûte de moins en moins cher. Alors, vous allez me dire, oui, mais les nouveaux boîtiers coûtent super cher et tout. Oui, mais parce que vous avez envie d'acheter les anciens boîtiers, les nouveaux boîtiers. Prenez moi je suis en Fuji, je suis toujours en X-T4.
Bon, XT5, il est très bien, j'ai testé, mais le gap entre les deux, il est pas non plus, il vaut pas 2000 balles. OK? Vous n'avez pas besoin d'acheter le dernier matos à la mode, etc., pour faire votre boulot. Déjà, commencez à trouver des clients, à démarcher, etc. Et là, vous verrez que vous allez plus réfléchir à rentrer de l'argent qu'en dépenser. Ça me rappelle une anecdote où une photographe que je coachais, que j'essayais d'aider et qui n'écoutait pas, qui était dans le rouge financièrement, me sortait les violons tous les 4 matins pour me dire qu'elle était dans le rouge et tout. Et un jour, elle me dit, ah, ça y est, je viens de m'acheter le nouveau Sony, machin, un boîtier à 5000 balles. Je dis, mais. Et le pire, c'est qu'elle en avait acheté deux. Je dis, mais encore un. Je comprendrais, mais pourquoi deux? Oui, mais s'il y en a un qui casse et tout, bon, voilà, on peut rien faire. Après, c'est une question de faire des choix dans la vie. Mais euh, il faut comprendre ça. Il n'y a rien de plus simple que de se lancer. Donc, les gens se lancent. Donc, du coup, vous avez des concurrents. C'est normal. OK? Donc, s'il y a des concurrents, c'est-à-dire qu'il faut être meilleur. Comment on fait pour être meilleur? On fait ce qui va suivre dans cette masterclass. Terminer sur le warning un petit peu. Euh, c'est possible de déléguer plein de choses. On peut déléguer sa comptabilité, on peut déléguer sa retouche photo, on peut déléguer du marketing, on peut déléguer plein de choses. Mais un truc qu'on ne pourra jamais déléguer, c'est deux choses. La première, je ne l'ai pas mis, c'est son exemplarité. Et deuxième chose, c'est sa responsabilité. On ne peut jamais déléguer une responsabilité. C'est votre boîte, ok? Même si vous avez des salariés, vous êtes associé, etc. C'est votre boîte, vous êtes responsable. Et dans les 50% de gens qui se viandent dans les 5 ans, je pense que ce qui pêche beaucoup, c'est le fait que les gens ne sont pas responsables. Pour plein de raisons. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu cette éducation dans leur jeunesse, peut-être parce qu'il y a trop d'ego, peut-être il y a plein de choses qui font que les gens ne sont pas forcément responsables de leurs actions. Euh, et après, le système, malheureusement, est fait pour pas aller dans le sens de la responsabilité. Quand on peut faire une liquidation judiciaire et s'en sortir et couler sa boîte pour être protégé un peu par l'État, ça pousse pas trop à la responsabilité. Quand on peut faire des crédits à la banque, etc., ça pousse pas trop à la responsabilité. Quand on apprend à des gamins, c'est important, c'est pas important de gagner, c'est important de participer, ça pousse pas trop à la responsabilité. Bref, plein de choses. Euh, mais c'est important de le comprendre. Parce qu'il va falloir être capable de prendre des coups. L'autre problématique, c'est qu'il n'y a pas d'école pour entreprendre. Il n'y a pas. Même les écoles de commerce, c'est de la merde, globalement, pour ça, en tout cas. Une école de commerce, c'est très bien si vous voulez devenir cadre sup dans une grosse boîte, dans un grand groupe. Parce que vous allez avoir le réseau, vous allez avoir les compétences pour faire des PowerPoint, pour évoluer dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, pardon, l'entreprise par l'entrepreneuriat. Mais vous n'allez pas apprendre à démarcher des clients, faire des modèles économiques pour vous, mais pas juste pour un patron, pas tester le marché, pas vous frotter à la réalité du métier, pas accepter toutes les responsabilités, justement. Et ça, c'est en faisant des erreurs, en faisant des choses, que ça fonctionne. Et en vous formant sur des formations un peu alternatives, comme celle-ci. Merci d'être là, bravo d'être là. Et bravo pour ceux qui vont suivre tous les modules de cette masterclass, parce qu'il y en a pour plusieurs dizaines d'heures. C'est dense, c'est riche, il y a plein de trucs à apprendre et je fais régulièrement de nouveaux modules. Donc, et il n'y a pas que moi. Je fais venir des invités dans cette masterclass. Il y a des gens qui font la photo de mariage, photo de portrait, la photo de stock, la photo de photojournalisme, la photo d'auteur, d'artiste, etc. Il y a plein de choses. Et il faut vous former comme ça un maximum auprès de plein de gens qui ont des résultats que vous voulez avoir, tout simplement. Maintenant, faut pas se leurrer. Quand on commence les premières années, on gagne pas beaucoup d'argent. Déjà, si on en gagne, c'est pas mal. Si on arrive à avoir un peu plus, à gagner, à garder un peu plus que ce qu'on dépense, c'est déjà bien. Et globalement, vous gagnerez moins qu'un technicien de surface, qu'un employé chez McDo, que quelqu'un qui touche le SMIC globalement. Ça, faut le savoir. Et l'autre truc aussi, concept de responsabilité, c'est beaucoup plus risqué. C'est risqué, c'est dangereux quand on est entrepreneur. Si vous avez été une fois dans votre vie salarié, vous le savez. Moi, j'ai été salarié, pas pendant très longtemps, mais j'ai été salarié. Il n'y a rien de moins risqué au monde que d'être salarié. D'ailleurs, quand on va dans l'entrepreneuriat et qu'on revient dans le salariat, on pète des câbles. Pourquoi? Parce que toute la journée, on passe du temps avec des gens qui se plaignent de vivre un enfer sur Terre parce que, ils s'entendent mal avec leurs collègues, parce que leur patron leur parle mal, parce que je sais pas trop quoi, on leur a refusé leur congé. Putain, il n'y a aucun risque. Tu viens le matin, tu repars le soir, à la fin du mois, tu as gagné de l'argent.
Que la boîte allait gagner de l'argent ou pas, tu gagnes de l'argent. Voilà, putain, il n'y a rien de risqué dans l'histoire, hein. C'est vraiment, quand on est entrepreneur, notre revenu dépend de ce qu'on va faire. Si vous faites rien, si vous branlez rien, bah vous gagnez rien, tout simplement. Et le pire, c'est que c'est pas parce que vous bossez beaucoup que vous allez gagner beaucoup. C'est pour ça que les gens partent en burn-out. C'est pour ça que les gens ont une santé mentale un peu affaiblie, un peu attaquée avec les années. Parce que il y a cette dissonance cognitive qui fait qu'on passe d'un monde où si on prend pas de risque, on fait ce qu'on nous demande de faire. Et parfois même, il suffit de pas le faire correctement, mais on le fait quand même et on est payé. Voire on se met en arrêt, ou on se barre, ou on fait je sais pas trop quoi, on est quand même payé. Bon, il y a zéro concept de responsabilité, euh, il y a zéro challenge, comment dire, intellectuel derrière. Alors, attention, je veux pas tout le monde dans le truc, hein. Il y a des salariés dans des boîtes qui sont des intrapreneurs, qui arrivent à monter des trucs assez ambitieux, assez intéressants. Mais c'est sur le système que je parle du système en lui-même. Globalement, c'est pas risqué. C'est pas dangereux. OK? Et le problème aussi, le dernier problème, c'est que l'entourage va être un frein. Votre entourage direct va être un frein. Les pires ennemis que vous allez avoir, c'est pas vos concurrents, c'est pas vos concurrents, c'est pas les gens qui vous veulent du mal, que vous pensez être à l'extérieur, c'est les gens qui sont dans votre entourage, c'est vous-même. C'est vous votre pire ennemi. C'est vous qui allez vous dire, mais est-ce que j'y crois, est-ce que je mérite ça? Est-ce que je suis légitime? C'est peut-être pas une bonne idée. Il y a ma mère qui m'a dit que c'est pas une bonne idée. Mes enfants me disent que c'est pas une bonne idée. Mon conjoint me dit que c'est pas une bonne idée, etc., etc. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens dans votre entourage qui essaient de vous convaincre d'arrêter cette folie de trouver un vrai travail. Ben voilà. Bref, c'est dur, donc c'est pas fait pour tout le monde. Donc bravo d'être là encore au bout de quelques dizaines de minutes de live. C'est bien, j'avais pas fait fuir. C'est cool. Et c'est la fin du disclaimer. Parce que tout le monde est toujours là. Comptez-vous. Est-ce que j'ai perdu un wagon ou pas? Putain, il y a Fabrice, il a compris, ok. Yes. Sébastien qui j'hésite à partir. Bref, ça va être bien. Pas rigoler. Après voilà, faut pas prendre les choses personnellement aussi. Ça, c'est une vertu qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'on apprend avec le temps à pas prendre les choses personnellement et juste à être conscient des réalités. Pas conscient de la réalité ou de sa réalité, mais conscient des réalités. Les réalités des autres, votre perception à vous de la réalité, et ensuite la réalité du marché quand vous vous y confrontez. Quand vous êtes persuadé que quand vous envoie... Je prends un exemple tout simple. Tout le monde pense que quand on envoie un mail à quelqu'un, il va le lire tout de suite. Au moment où vous l'avez envoyé, la personne reçoit une notification, elle lit votre mail. Si elle n'a pas répondu dans l'heure qui suit, vous dites, putain, c'est bizarre qu'ils répondent pas. Non, c'est pas ça la réalité. Les gens, ils lisent pas les mails tout de suite, ou tout le temps. Peut-être qu'ils lisent en diagonale, ils rouvriront le mail plus tard, etc. Ça fait partie des réalités qu'il faut comprendre. Ok? Je dis ça pourquoi? Parce que quand on est photojournaliste et qu'on commence à travailler avec la presse, qu'on envoie des mails pour proposer des sujets, il y a plein de gens qui disent, putain, mais ils répondent jamais aux mails, ça veut dire que c'est de la merde ce que je fais. Les gens vont partir sur des films comme ça. Et il faut qu'un jour, et je sais ça parce que je le ressentais aussi, hein, jusqu'au jour où on comprend que les gens, ils nous rappellent, peut-être 2 mois après, 6 mois après, un an après, pour nous dire, ouais, le truc que tu nous as envoyé, on va le publier, on te file 2000 balles, ça te va? Voilà. Là, on comprend que la réalité n'est pas celle qu'on imaginait. Voilà. Ça, c'est là que ça commence la motivation, Vincent. Donc, ayez confiance en tout ça. Alors, la masterclass, elle est divisée en 4 parties, avec 4 piliers que je juge importants, dans lesquels j'ai regroupé tous les autres ateliers. Donc, il y a un plein, vous connaissez, enfin, vous êtes certains, vous êtes plein ici, là, ce soir, à avoir suivi pas mal de ces ateliers-là, notamment sur le mindset, dont là, on vient de rentrer un peu dans le dur, hein. Le business plan, la vente et la communication. Et ce que j'appelle le make money, c'est plein de techniques, l'affiliation, les sources de revenus passifs, créer des formations en ligne, l'auto-édition qui paye vachement mieux que l'édition, le financement participatif, les cryptos, l'investissement, voilà, plein de choses. OK? Donc ça, c'est les 4 piliers
Et là, il y en a pour des dizaines d'heures de contenu. Je vous mettrai un lien après pour ceux qui veulent aller plus loin et regarder un petit peu tout ça. La clé du succès, le truc le plus important, et c'est la leçon de la soirée, c'est que vous ne pouvez pas vous passer d'un business plan. Un business plan, c'est le truc le plus sous-coté dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui est assimilé à un document comptable pour les banquiers qui sert pas à grand-chose. Et vous avez pas mal de gourous de startups des mecs comme Oussama Hamar, etc., qui ont toujours dit publiquement le business plan c'est de la merde, ça sert à rien, j'en ai jamais fait de ma vie, j'ai monté des boîtes, etc. Ça, c'est bien pour le storytelling, mais dans la réalité, si vous ne posez pas pendant une heure ou deux sur un papier, sur une feuille blanche, et que vous commencez pas à rédiger quelle va être votre offre, quel va être votre avatar client, votre client idéal, comment vous allez acquérir du trafic, quel chiffre d'affaires prévisionnel vous visez, quels frais dépenses vous avez déjà, ce que je viens de vous mettre sur le tableau là, enfin sur la slide, si vous ne posez pas ces questions-là, enfin si vous ne répondez pas à ces questions déjà, ça va pas le faire. Parce que le business plan, c'est une roadmap, c'est votre carte au trésor, c'est votre laisser-passer pour la réussite. C'est le truc qui va vous suivre tout le temps et que vous allez modeler, que vous allez adapter et que vous allez même pouvoir adapter à chaque reportage que vous allez faire. Alors, ça va pas se faire de façon très formelle, mais avant de partir en reportage, vous allez vous dire, OK, concrètement, l'offre, c'est quoi? C'est mes angles de reportage. OK, à qui je vais le proposer? Les avatars clients, c'est les magazines. Quel magazine va être intéressant pour ça? Juste ces deux questions-là, 80% des gens que je connais dans la presse ne le font pas. Ils partent, ils se disent, ouais, ça va être bien pour la presse féminine ou j'en sais rien. Ils savent même pas que la presse féminine aujourd'hui, elle achète plus rien. Il y a peut-être un ou deux médias sur les 30, non, j'exagère, mais sur les 12 qu'il y a en kiosque, il n'y en a que un ou deux qui achètent des photos, et encore, c'est très rare et pas cher. Donc c'est pas un plan de carrière, c'est pas un business plan. Les gens se posent pas ces questions-là. OK? On se pose même pas la question de comment on va acquérir du trafic, comment on va faire du chiffre, qu'est-ce qu'on va dépenser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bosser en continu. Et il y a des templates. Alors, des templates de business plan, vous allez en trouver une chier sur Internet. Il y en a partout. En général, les business plans que vous trouvez sur Internet, de la BPI, des trucs comme ça, justement, ça, c'est un peu du bullshit. Parce qu'on cherche à des trucs, on cherche à complexifier quelque chose qui est très simple, qui se suffit à ces 5 entrées qui sont ici et les questions que je vais vous dévoiler là tout de suite. Si vous êtes encore chaud, vous êtes là. Dites-moi dans le chat, avant qu'on passe sur les questions, si vous êtes là. Toujours vérifier si les gens dorment ou pas. C'est important. C'est dans le business plan. Ok. Parfait. Alors, les questions à se poser. Prenez des notes. Déjà, posez-vous la question vraiment, qui est le client idéal? Qui est la personne que je veux viser concrètement? Si je fais du mariage, c'est une mariée, une future mariée qui a tel âge, qui vit dans telle zone géographique, parce que je n'ai pas envie d'aller à l'autre bout du monde faire des photos, ou quoi que, mais c'est un autre business plan. Euh, les origines sociales, le revenu qu'elle a dans son ménage. Parce que c'est pareil, je connais plein de photographes qui sont tristes, déçus, frustrés, tout ce qu'on veut, de bosser le week-end pour des mariages payés 500 balles avec des gens qui, en guise de cuisine, font bosser la grand-mère pour faire une quiche et limite, ils ont un cubi de vin sur la table. Ça arrive un pote le week-end dernier, il me dit putain, la loose, quoi. J'ai dit, oui, mais en même temps, si tu cibles des gens comme ça, c'est sûr que tu auras ça, quoi. Euh, si ta communication elle s'adresse à des gens qui ont que 500 balles à mettre dans un mariage, tu auras des gens, des clients qui auront que 500 balles à mettre dans un mariage. Faut être capable d'avoir des ambitions et de se dire, bah, je vais viser un peu plus haut. Je vais faire ces mariages au début pour commencer, parce qu'il n'y a rien de dégradant là-dedans et c'est très bien, c'est un bon exercice, justement. Et derrière, ça permet de prendre confiance en soi et d'aller chercher plus loin, plus haut. Donc, le client idéal, quelle est mon offre? Quelle est la valeur unique que vous apportez? C'est quoi qui vous différencie? C'est quoi que vous pouvez apporter de mieux que tous les autres? Ça, c'est ultra important. Il y a plein de gens qui se lancent dans le journalisme, qui disent, ouais, je vais faire des reportages pour parler de l'humain, pour faire des voyages, faire de la photo documentaire, ou partir en zone de guerre. Ouais, ok, mais c'est pas une offre, ça. C'est ce que tu as envie de faire. C'est très bien de savoir ce que tu as envie de faire, mais
La question, c'est plus pourquoi les gens, ils aimeraient voir ça? Qui va acheter ça? Si le but, c'est que ça soit Visa pour l'image qui prenne les photos, c'est pas un modèle économique. La sélection est extrêmement compliquée. Il y a des gens qui font ça 100 fois mieux, en tout cas pour le moment, que toi. Et en plus, si t'es pris, c'est 1000 balles. Ok, 1000 balles, c'est pas un chiffre d'affaires correct pour une année, 1000 balles. Surtout que pour avoir un sujet qui est pris à Visa, en général, le sujet, il a coûté un peu plus que 1000 balles à produire. 1000 balles, c'est peut-être le budget clope du fixeur. Donc, il faut être cohérent aussi. C'est quoi la valeur unique qu'on apporte? C'est quoi le truc qui va être lié, certes, à ce qu'on a envie de faire, ce que j'aime faire au fond de moi, ce qui fait que je me lève le matin avec le sourire, mais surtout, qu'est-ce que les gens, ils veulent avoir aussi. Connaissez, ça c'est le concept c'est un concept japonais qui s'appelle le ikigai. Ikigai, c'est du japonais, ça veut dire équilibre. Le ikigai, c'est en gros, on prend ce pour quoi on est bon, ce pour quoi on est doué, ce que les gens sont prêts à acheter, ce que vous êtes capable de faire très facilement, très rapidement, etc. Et c'est l'interception de tout ça, alors j'en oublie un autre, mais c'est l'intersection de tout ça, vous avez compris l'idée, qui est l'ikigai, qui est le truc qu'on a envie de faire, et, enfin, qui est notre vision, qui est notre avenir quelque part, idéal. Si pour vous c'est insupportable de faire du mariage, faites pas du mariage. Si vous aimez faire ça, euh, ou si par exemple vous aimez faire de la photo de concert, c'est le truc qui vous fait kiffer, mais que personne n'achète de photo de concert, c'est pas un plan de carrière de faire de la photo de concert. C'est bien pour un hobby, c'est bien pour s'amuser, c'est bien pour se faire plaisir, mais dans ce cas-là, faut pas être frustré de pas vendre des photos de mariage, de concert. Ok? Donc ça, c'est le premier truc. Quelque chose qui va vous aider, ça va être quels sont vos tarifs et quel est surtout votre positionnement. Votre positionnement, c'est différent des tarifs, c'est lié mais c'est différent. Ça va être en gros sur quel marché vous vous placez. Si c'est des gens qui sont assez aisés, qui vont vous... En gros, est-ce que vous vendez aux riches, est-ce que vous vendez aux pauvres? Globalement, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes sur du haut de gamme et vous allez avoir moins de clients mais qui vont payer plus? Ou est-ce que vous êtes sur du plutôt de la masse? Vous allez tirer les tarifs vers le bas pour avoir plus de gens. Mais dans ce cas-là, il va falloir réfléchir à être rentable, ce qui n'est pas sûr. Et ça va être beaucoup plus concurrentiel. Plus vous allez augmenter vos tarifs, moins ça va être concurrentiel. Plus vous serez dans une logique d'océan bleu, avec pas grand monde dedans. Plus vous allez tirer sur les tarifs, vous allez jouer sur les tarifs, plus vous serez dans un océan rouge, où il faudra sortir les crocs et il faudra être meilleur que les autres. Maintenant, si vous voulez augmenter vos tarifs, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait encore moins quand on commence, parce qu'il faut d'abord connaître son marché, et il faut apporter la valeur qui est en face. Il faut se référer à la slide d'avant sur comprendre que les gens, globalement, ils s'en foutent de vous, ils s'en foutent de ce que vous proposez. C'est à vous de montrer que vous avez de la valeur à apporter. OK? Et une fois qu'on a compris ça, on va se poser la question, comment je fais pour toucher mes prospects, toucher ces clients idéaux? Comment on fait pour trouver les gens qui comptent? D'accord? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Si c'est pas le cas, si ils sont pas sur Facebook, arrêtez de passer du temps sur Facebook. On s'en fout de Facebook. C'est bien pour mettre un post, pour se scandaliser du résultat des élections ou un truc dans le genre. Ok, ça fera avancer rien du tout, à part juste vous foutre encore plus les glandes, et ça fera encore moins toucher des prospects. Ça vous fait perdre du temps de vie, quoi. Donc, utilisez votre temps de vie pour aller là où les gens sont, concrètement. Les gens, ils sont peut-être dans des salons professionnels. Ok, ça vaut peut-être le coup de prendre la bagnole ou prendre un billet d'avion pour aller là où les gens sont, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les gens, bravo, première étape résolue, comment on fait pour les convertir en clients, puis en clients fidèles? Comment on fait pour les garder pendant des années? Petit exemple perso, moi en 2015 ou 2016, je sais plus, je crois que c'est 2015, je signe un contrat d'ambassadeur avec Fujifilm. Donc je suis ambassadeur Fujifilm, ils m'envoient du matos, je le teste, du matos qui n'est pas encore sorti, je fais un retour, etc. Je leur file des images. Pendant un an ou deux, plus tard, je donne plus trop de nouvelles, eux m'en donnent pas beaucoup. Bon, leur système d'ambassadeur, il est un peu au point mort, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils en ont pris beaucoup, et au final, tout le monde ne fait pas beaucoup de boulot, donc ils sont un peu deg, etc. Quelques années après, je reprends
un peu signe de, je reprends un peu contact, et je leur propose un nouveau partenariat, et je leur propose de rentrer comme annonceur chez Defense Zone. Et là, c'est la deuxième année qu'on re-signe, et c'est des clients fidèles. Pourquoi? Parce que derrière, je les aide à pénétrer un marché qu'ils ne connaissaient pas avant, sur lequel ils n'arrivaient pas à être présents. Je leur apporte de la valeur. Et surtout, je maintiens un lien. Je passe des coups de fil, je prends du temps, je vais voir les gens, je vais au centre de la photo, je leur fais une conférence. Je fais des trucs pour eux. Vous pouvez pas demander des autres si vous faites pas quelque chose pour eux. Ça aussi, énorme leçon quand on est entrepreneur et qu'on comprend pas quand on est salarié. Quand on est salarié, la seule relation que qu'on comprend facilement, c'est je te donne du temps de ma vie pour travailler dans ta boîte et en échange, tu me donnes un salaire, tu me donnes de l'argent. Ok, échange. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Les gens, ils s'en foutent de votre temps, ils s'en foutent de ce que vous apportez. Sauf si vous arrivez à les convaincre. C'est le changement, le rapport de force est inversé. Ok? Donc, si vous voulez convertir les gens, si vous voulez faire en sorte qu'ils vous suivent, qu'ils vous font confiance, qu'ils vous, qu'ils soient réguliers, qu'ils vous commandent des choses, il faut faire des choses que vous n'êtes pas encore aujourd'hui prêt à faire. Parce que vous n'avez peut-être pas conscience, peut-être parce que vous dites ça va pas marcher, peut-être parce que vous dites flemme ou j'en sais rien. Je prends un exemple tout simple. Presque 100% des photographes que je connais dans la presse euh, veulent tous avoir des publications dans les magazines. Ok. Euh, Quasiment 100% vont jamais prendre de rendez-vous avec les rédactions chez eux, dans les rédactions avec les magazines. Ils vont pas les voir, ils proposent rien. Ils envoient des mails. Une fois sur deux, sinon 9 fois sur 10, c'est pas adapté, c'est pas ciblé, ça correspond pas à la ligne, c'est pas assez bien fait ou tout ce qu'on veut, donc ça marche pas. Donc les gens abandonnent. Voilà. Et ça fait des années que je le dis au sein de DR, ça fait des années que je le dis à tous les gens que j'essaie d'aider. Je dis, regarde, ce qui fonctionne pour moi, c'est quand je prends un billet d'avion, que je vais pas, un billet de train, c'est bien, je préfère le train, moi. C'est même pas une question de polluer, mais c'est plus simple, je trouve. Mais je prends le train, je bloque une semaine de ma vie et je vais à Paris. Alors oui, c'est cher, oui, c'est chiant, oui, ça prend du temps, mais c'est comme ça qu'on vend. Voilà. On va au séminaire, on va dans les événements, on va dans les salons, on prend rendez-vous, on fait des trucs. Donc, tout ça va dépendre de ce que vous allez faire. Et ensuite, une fois que vous avez gagné cet argent, et on peut gagner pas mal d'argent dans la presse et dans la photographie au sens large, hein, la presse étant le parent pauvre de la photo, on va dire, c'est beaucoup plus dur de vivre de la presse que de vivre de la photo de mariage ou que de vivre de la photo corporate. Vous allez bosser une journée en commande pour un journal, vous allez toucher, allez, péniblement 300 euros. Vous bossez une journée pour une boîte, vous pouvez gagner jusqu'à 3 000 euros, sinon plus. Voilà, c'est la différence. Maintenant, quand vous avez ces 3 000 euros, qu'est-ce que vous en faites? La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est que ces 3 000 euros, ils vont les mettre sur un compte livret A, ils vont dépenser cet argent pour leurs factures, etc. Et ils vont mettre de l'argent de côté, toujours sur leur livret A, ou aller un livret bleu ou je sais pas trop quelle connerie, qui est moins bien rémunéré que l'inflation. C'est-à-dire que vous avez une inflation à 6%, le truc vous fait gagner 4%. Voilà, vous avez perdu 2% tous les ans. Votre argent vaut de moins en moins cher. Et on essaie d'en ramener de plus en plus. OK. Voilà. Ça, c'est pas une optimisation de revenus. L'optimisation à avoir, ce serait par exemple de dire je rentre 1 000 euros, il y en a 800 que je vais utiliser pour comme tu dis, maths, les charges, les investissements, etc. Et les 200 euros qui restent, je vais les placer en bourse, je vais les placer en crypto, je vais les placer en IMO, je vais les placer quelque part où ça gagne plus que l'inflation. Mettez en bourse, la bourse, depuis 300 ans, c'est entre 10 et 15% par an. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un trader pour savoir ça. C'est c'est des faits, c'est de l'histoire. Euh, Mettez ça en crypto, c'est beaucoup plus rock'n'roll, mais globalement, c'est prenez plus de risques, vous prenez aussi plus de risques que ça marche. Voilà, c'est une question de choix aussi. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, t'es sympa, mais euh, on n'a pas tous de l'argent à mettre. Déjà, si vous avez tous de l'argent à mettre, ne serait-ce que 50 euros à mettre, plutôt que de les mettre dans, je sais pas, n'importe quoi qui vous rapportera rien, vous pouvez le mettre là-dedans.
peut acheter des actions à 50 euros, ça se fait, hein, c'est pas compliqué, hein. C'est encore plus simple d'ouvrir un compte titre que de créer une boîte, hein, en France, hein. Et en plus, en France, on a un truc qui s'appelle le PEA, qui permet de défiscaliser une partie des revenus boursiers. Donc, au final, vous payez même plus d'impôts dessus, quasiment pas. Donc, voilà. Après, je ne fais pas des conseils en investissement, c'est pas mon taf, mais je peux vous donner au moins deux, trois conseils de bon sens, qui sont pas des conseils d'investissement, c'est du bon sens, de dire que il y a deux endroits. Il y a un endroit quand vous mettez l'argent, il disparaît. Un autre endroit, il disparaît pas, il rapporte encore plus d'argent. Que dit le bon sens, quoi. Voilà. Euh, Et c'est pas parce qu'on est photographe ou parce qu'on est auteur ou parce qu'on est journaliste ou quoi qu'on peut pas s'intéresser à ça, en fait. C'est pas parce que l'école nous l'a pas appris que c'est un truc pour les riches ou un truc pour les autres. C'est un truc, il faut être capable de l'utiliser. Donc il faut utiliser, ne serait-ce que dépenser. Vous n'avez pas l'argent à dépenser tout de suite, vous avez du temps à dépenser. Donc dépensez une partie de votre temps plutôt que de le passer sur Facebook ou Instagram. Passez-le sur YouTube dans des vidéos, à regarder des vidéos de gens qui vous expliquent comment faire pour investir. Et là, il y en a une chier. Euh, Ouais, je peux en parler à la fin si tu veux, pour les sites que je peux partager avec vous. Alors, et enfin, en quoi dois-je investir mes ressources, mon temps et mon argent, ce que je viens de dire. Euh, et Vincent, le temps, tu en as. En fait, c'est toujours le même problème. Soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Si tu n'as pas de temps aujourd'hui, c'est que tu as de l'argent. C'est-à-dire que cet argent, il faut que tu le places, il faut que tu l'utilises pour qu'il te rapporte plus de temps. On achète du temps et on achète de l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Le seul truc, c'est qu'il y a une ressource qui est plus rare que l'autre. Il y a une ressource qui est plus importante que l'autre. J'espère que ça vous avez pigé. Tout le monde le comprend. On est tous là pour un temps limité, qui peut s'arrêter ce soir ou demain. Donc, c'est pas l'argent le plus important. Il vaut mieux utiliser l'argent pour acheter du temps que du temps pour acheter de l'argent. Là, ce que vous faites aujourd'hui, c'est vous dépensez du temps pour avoir de la connaissance, pour avoir de l'argent. Si après vous décidez d'aller plus loin et acheter la masterclass, vous utilisez votre argent pour acheter du temps. Le temps que vous allez économiser en regardant mes vidéos, c'est du temps qui vous aurait coûté beaucoup plus cher. En regardant 10 heures de vidéos dans la masterclass, vous regardez, vous achetez 500 heures que moi j'ai passé à faire ces recherches et à vous expliquer tout ça. Ou le temps des autres qu'ils ont mis eux pour écrire ces bouquins, pour faire ces vidéos, etc. Donc il faut toujours se poser la question, comment je peux acheter du temps? Quel est le temps que je peux acheter? À qui je peux acheter du temps? D'accord? Ça, vous vous rappelez, je vous ai montré le petit support papier. Ça ressemble à ça. On vous a mis une petite photo là avec, il y a de quoi prendre des notes, mais il y a surtout il y a surtout toutes les fiches récap des cours. Il y en a beaucoup. Et dans lesquels vous pouvez notamment faire votre business plan. Et là, je vous ai montré, je viens de vous expliquer en accéléré, hein, parce qu'on va pas rester ensemble pendant 4 heures ce soir. J'ai d'autres trucs à faire et vous aussi. J'ai- Mon temps va être utilisé pour d'autres choses et vous aussi. Euh, Là, ce qui est intéressant de faire, ce que je propose à faire de temps en temps, de moins en moins parce qu'il y a moins de gens qui le font, c'est dommage, mais au début ça marchait bien, c'est que les gens qui suivent ces cours, là par exemple, je sais que Valentin, tu l'as fait, Alexandra, je sais pas si tu l'avais fait. Bref, vous aviez fait un business plan, vous me l'aviez envoyé et on avait fait un webinaire ensemble, on avait fait une conférence, une visio, et j'avais analysé pendant 1 heure et demie votre business plan. Certains avaient poussé le truc en faisant ça sur plusieurs pages, et c'était très bien. Et le fait qu'il y ait d'autres gens qui assistent, qui écoutent, ça permet d'échanger et de proposer des idées d'amélioration. Donc voilà. La Valentin me dit, je l'ai refait, je déménage bientôt. Ok, ben, nickel. Mais quand tu l'as refait, tu me le renvoies et on refera ça, si tu vois. Donc, faites le boulot de faire votre modèle, faites votre business plan, mais faites pas juste le business plan. Soumettez-le, montrez-le à des gens qui peuvent vous faire un retour éclairé dessus. Alors, j'ai pas la vérité, je suis pas le seul à pouvoir le faire. Il y a d'autres gens, mais faites-le, quoi. Les CCI ou les CMA font des rendez-vous gratuits pour analyser les business plans. Ouais. Après, ça dépend qui te fait le retour dans la CCI, quoi. Si c'est Jean-Claude qui a jamais monté une boîte de sa vie, c'est un peu compliqué. Mais après, il y a des très bons conseils dans les CCI, il y a des très bons conseils dans les BPI, il y a plein de trucs comme ça. Ah ok, Alexandra. Ben ouais, il faut que tu le fasses. Ok, ça vous parle tout ça? Je finis en parlant de la masterclass, si ça vous dit? De l'intégralité de la masterclass.
et après je réponds à vos questions. Donc, la masterclass, elle est constituée de... Je sais plus combien il y a d'heures de vidéo. Je vais dire tout de suite. Et je vais vous mettre le lien, si vous voulez, dans le chat pour ceux qui veulent jeter un œil. Comme d'hab, c'est sur le même site où je mets toutes mes formations, qui sont toutes Calliope d'ailleurs. On est à... On est à 52 heures. Putain. Ouais, 52 heures. Donc 52 heures de formation, dans lesquelles il y a des formations aussi avec mon comptable, mon expert comptable, qui vient vous expliquer des trucs comme lire un bilan comptable, gérer la TVA, plein de trucs comme ça qui sont super chiants mais que les comptables adorent faire. Donc il y a des ateliers en ligne qui sont accessibles quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'emploi du temps, c'est à votre rythme. Les 52 heures, vous pouvez décider de regarder ça 5 heures par jour comme 1 heure par jour, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'emploi du temps, c'est à votre rythme, c'est en fonction de votre contrainte de planning. Il y a des exercices concrets à faire. Je vous fais des retours sur vos exercices, sur votre business plan. Il y a des études de cas, il y a des dizaines d'heures où justement j'analyse les business models d'autres gens. Et au final, vous verrez, c'est quasiment que des photographes. Il y a aussi des formateurs, des gens qui ont fait des livres, des gens qui font de l'édition, du documentaire, Après, il y a quand même essentiellement des photographes. Mais chaque photographe est différent, c'est ça qui est intéressant. Et il y a des templates à suivre pour être plus efficace. Vous avez les supports papier, que je viens de vous montrer, le playbook. Vous avez un suivi personnalisé par mail et une évaluation en fin de cursus, qui n'est pas forcément la fin des 52 heures qu'on peut faire avant si vous le souhaitez. Donc ça, c'est le support papier que je vous ai montré. Vous avez accès au contenu à vie, ok? Vous pouvez commander maintenant, y accéder maintenant et le regarder l'année prochaine si vous voulez. Il y aura encore beaucoup de choses qui sont vraies. C'est une masterclass que j'ai commencé il y a plusieurs années et que j'améliore tous les ans. Et notamment cette partie-là, qui est ce module un peu introductif, qui est amélioré donc en 2024 et qu'on refera sûrement l'année prochaine. Il y a des mises à jour uniques, notamment un modèle IA qui arrive bientôt. Alors, des questions. Alors, les sites pour investir, c'est ça que tu cherches, que tu me demandes? Ou les sites pour se documenter? En fait, moi, j'investis dans deux, enfin, ce qui est sur la bourse en tout cas, moi, j'investis dans deux solutions, une française, une allemande. J'utilise un broker français qui s'appelle Bourse Direct, qui est un client de mon comptable et avec qui j'ai pu manger, etc. Donc, c'est du fiable, quoi. Et un autre truc qui s'appelle Trade Republic, qui est pour le coup une banque en ligne basée en Allemagne, mais qui est sur son téléphone et qui permet d'acheter des fractions d'actions. Donc, à la différence des autres brokers, mettons, vous voulez acheter une action pour une action Apple. Une action Apple, ça vaut quoi? Ça vaut 400 balles, non? 500 balles. Tu vas regarder combien l'action Apple. L'action Apple aujourd'hui, elle est à... Ah non, elle est pas chère, l'action Apple en ce moment. Elle est à 179 euros. Ben, si tu veux acheter une action Apple, tu dois payer 179 euros. Mais si tu veux mettre que 20 euros, moi je mets par exemple 100 euros par mois dans dans Microsoft, bah, je l'ai réglé. Tous les mois, il y a 100 euros qui partent. Euh, et ça correspond pas à une action entière. Ça correspond à une fraction d'action. Mais ça revient même en fait. Tu vois, Bourse Direct, par exemple, on a un partenariat avec eux dans le magazine Défense Zone à partir du 15 juin. Donc ça t'intéresse, je peux te donner les informations, il faut que tu m'envoies un mail. Ils font une offre pour les gens de Défense Zone, par exemple. On fait de l'affiliation avec eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi je leur envoie un contact chez Bourse Direct, ils me versent une commission d'affiliation. Ça, c'est un revenu passif. Alors, Sébastien qui pose la question. J'ai commencé à réfléchir à mon business plan. Ma difficulté est de définir mon avatar client car mes prospects sont nombreux et différents. Car en me lançant dans sans expérience, je souhaite avoir une offre large, ratisser large si tu préfères. Justement, il ne faut pas que tu ratisses large. Il ne faut surtout pas que tu ratisses large. En fait, ratisser large, c'est intéressant quand tu sais pas trop quoi faire, que tu sais pas trop ce qui te plaît à toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu testes du mariage, il faut que tu testes de la presse, il faut que tu testes du corpo, il faut que tu testes du portrait pour voir un peu qu'est-ce qui te plaît toi. Mais une fois que tu as lancé un business, tu peux pas proposer à la fois du portrait, à la fois du drone, à la fois du corpo. C'est comme si c'était un restaurant.
T'as un restaurant qui t'ouvre un restaurant et tu proposes des burgers, des pizzas, des pâtes, des sushis, des kebabs. Ça marche pas, personne n'en ira bouffer chez toi. C'est pareil en photo. Euh, les meilleurs restos, c'est les restos qui font un seul truc et qui le font très bien. Donc tout est question de trouver un marché qui est suffisamment important pour euh, ramasser de l'argent pour augmenter ton chiffre d'affaires, toucher beaucoup plus de clients, et en même temps qui soit pas trop large justement parce que tu vas te perdre en fait, tout simplement. Tu vois? Alors après, ça ne t'empêche pas. Alors, je réponds justement à Matt, ça ne t'empêche pas de faire plusieurs choses, mais attention parce que plus tu vas faire des choses différentes, sans avoir forcément ni la discipline, ni les compétences, ni le temps, pour le coup, en tout cas ta gestion du temps pour tout faire, ça va être compliqué. C'est la meilleure façon de tout rater, de faire deux choses à la fois, en règle générale. Maintenant, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de réussir, et ça, je vous apprends à le faire hein, tout le temps, et d'ailleurs dans DR aussi, régulièrement, c'est de rentabiliser un reportage dans différentes verticales. C'est-à-dire que vous faites un reportage pour la presse. Ce reportage pour la presse, rien ne vous empêche de le proposer à la candidature pour un prix photo, une résidence, un concours. Rien ne vous empêche, ce reportage, de le proposer à la vente à une institution ou à une entreprise qui vous a même accueilli pour faire le reportage. Pourquoi pas, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc ça veut dire qu'avec une seule action, tu vas viser trois marchés différents. Rien ne t'empêche, pendant ton reportage, de faire des portraits des gens et de proposer de vendre ces reportages, ces portraits. Tu vois? Et alors ça, pour là, tous les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, on a tous 24 heures dans une journée, hein, on a tous le même temps, a priori. Alors oui, on pourra dire qu'on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes contraintes, etc. Mais globalement, je peux vous citer plein d'entrepreneurs qui ont X gamins, X problèmes dans la vie, X handicap dans la vie et qui arrivent à gagner plus que nous tous. Bon. Donc ça veut dire que c'est pas une question de temps, c'est une question de gestion de temps. Pour ça, je vous renvoie sur un masterclass sur la productivité. Euh, c'est vraiment une question de temps. C'est une question de pas. Je viens de faire les conneries moi-même. C'est une question de gestion du temps. D'accord? C'est pas une question de temps. C'est une question de gestion du temps et une question de prise de décision. Si vous prenez des mauvaises décisions, vous perdez du temps. Quand vous prenez des bonnes décisions, vous gagnez du temps. Tu prends la décision de partir sur un reportage X et pas Y, parce que le reportage X, tu vas pouvoir le vendre à trois clients différents et pas qu'un seul, comme c'était le cas avec Y. Tu as pris une bonne décision, tu as gagné du temps, tu as gagné de l'argent. Tu vois la différence? Mehdi qui dit donc il faut travailler gratuitement sans savoir si quelqu'un achète notre reportage. Ben, en fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement le modèle économique des photographes de presse aujourd'hui quand tu es indépendant. C'est que tu vas travailler gratuitement, c'est-à-dire que tu vas aller faire le reportage sans être sûr qu'on te l'achète, et après tu vas le mettre en vente. Et 80% du temps, sinon 90% du temps, tu vas rien vendre. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est le lot de tous les photographes de presse. Il y en a quasiment, allez, il y a peut-être 1%, et encore le 0,1% qui travaillent que en commande. Moi, j'en connais un ou deux. Mais ils ont une gestion du temps qui est encore plus incroyable que la mienne. Ils ont des gosses, ils ont d'autres occupations à côté, ils ont peut-être d'autres problèmes aussi dans la vie, et ça ne les empêche pas d'être tout le temps en commande. Mais parce qu'ils sont trop forts en gestion de ce boulot-là, en fait, de ce métier-là. C'est pas le même métier d'être en commande et de produire en tant qu'indépendant. C'est pas pareil. Alors, en tant que photographe documentaire en Afrique, comment gagner sa vie? Compliqué comme question ça, hein. Je suis pas basé en Afrique, donc je connais pas le marché africain. Je connais pas le marché africain. Si demain, je sais pas, je devais te donner un conseil, c'est que moi, si j'étais basé en Afrique, je connais par exemple des gens qui faisaient ça, c'est que ils bossaient pour l'Alliance française, pour des lycées français, pour des ONG, pour des ambassades, des gens qui ont du pognon. Euh, et soit ils faisaient des reportages pour faire des expositions, des résidences, des livres, ce genre de choses. Soit ils bossent comme photographe corporate, de portraits, de familles, pour des familles expatriées qui ont du fric, par exemple. Mais chaque territoire son marché. Maintenant, il y a des fondamentaux, il y a du bon sens. C'est tout, c'est les questions que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous avez pris des notes, hein, j'espère. Les questions que je vous ai montrées, c'est vraiment la clé. C'est vraiment le truc. C'est les questions que je vous ai montrées,
C'est ce que je montre dans les heures qui suivent dans la masterclass. Et les 50 heures qui suivent, c'est les 50 heures pour optimiser chaque question, pour vous aider à y répondre facilement, pour vous amener vers des solutions. Mais c'est ces questions-là. Là, je viens de vous montrer les 20% qui vous apporteront 80% des résultats si vous le faites correctement. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, vous voulez que je vous aide à le faire presque en one-to-one, là, suivez la masterclass. C'est le meilleur moyen. Matt, est-ce que tu peux redonner un peu de détails sur les grands événements, mindset, business plan, vente, communication, make money? Si tu veux, ouais, je peux te montrer. Je vais te montrer le programme exact. Comme ça, tu verras. Les ateliers, par exemple. Le mindset, il y a un atelier sur comment on part de zéro, comment on devient entrepreneur, question de confiance en soi. La coopétition, c'est un terme que j'aime bien, qui n'est pas très connu, qui est en gros comment on fait pour être en partenariat avec des compétiteurs, quelque part. Comment on se sert de la compétition pour soi. Innover comme Peter Thiel, là, il y a un podcast qui sort bientôt sur ça. Pareil, ça c'est un livre sur la vie de Michael Jordan qui est vachement bien et sur comment on est beaucoup plus productif et plus ambitieux. Jouer sa peau, pareil, j'ai un podcast qui va arriver dans pas longtemps. Et là, pendant 1 heure, on parle de... Ça vient d'un bouquin, en fait, de Nassim Taleb, qui est un ancien de Wall Street qui est devenu philosophe. C'est marrant, sa vie. Qui apprend comment on fait pour prendre des risques. Factfulness sur les... c'est encore issu d'un bouquin qui est excellent, qui est le livre de chevet de Bill Gates, qui parle de comment fonctionne le monde réellement, et avec des stats, des chiffres, etc. Comment on met en place une méthodologie, une organisation efficace. Ensuite, dans la partie business plan, ben, on fait le business plan, donc le modèle que je vous ai montré, mais qu'on va vraiment bien détailler en long, en large, en travers. Comment on développe son expertise, comment on crée une offre irrésistible, comment on vainc la concurrence, comment on définit son avatar client, comment on passe à 30 000 euros des chiffres d'affaires annuels, comment on crée des synergies, comment on crée et on gère sa société pardon, avec un expert comptable. Donc là, c'est lui qui vient, les études de cas. À chaque fois qu'il y a une phrase, là, c'est entre 1 heure et 2 heures de cours. Ensuite, dans la vente et communication, c'est personal branding, l'art du storytelling. On améliore son site internet, on maîtrise le référencement naturel, on apprend à vendre, on apprend à négocier, à fixer ses tarifs, on apprend les relations presse, le networking, le copywriting. Copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots, les stratégies de branding, et enfin, les sources de revenus passifs, comment on devient formateur, comment on fait de l'affiliation, comment on crée, on vend des formations en ligne, comment on fait de l'auto-édition et comment fonctionne une campagne de financement participatif. Au bout de 5 campagnes, je vous explique comment on fait pour gagner de l'argent avec. Et voilà. Euh, donc voilà, l'idée là, c'était de faire un petit module introductif pour rappeler des bases qui sont nécessaires, ouais, qui sont nécessaires quoi. Et j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, je le répète encore et encore, mais c'est du bon sens. Alors, Mehdi qui dit, de ce que je comprends, c'est complètement impossible de vivre du reportage et il faut obligatoirement faire de la formation ou autre pour pouvoir en vivre. Mais non, pas du tout, c'est pas ça que je dis. Euh, Moi, j'ai vécu du reportage pendant plusieurs années et aujourd'hui, d'ailleurs, mes revenus principaux, c'est de la presse. Alors, c'est mon propre média, mais c'est des revenus presse. Euh, Il y a des gens qui vivent de la presse, qui vivent que de la presse, d'ailleurs, à 100%. Faut arrêter de croire que c'est pas possible. C'est extrêmement compliqué, c'est très rare, mais il y en a qui arrivent. Mais c'est pas parce que c'est rare et que c'est compliqué que c'est impossible. Ça, c'est complètement faux. C'est comme je te disais, c'est comme si tu disais, c'est impossible d'être milliardaire. Peut-être tous les deux, on sera jamais milliardaire dans notre vie, mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Tu vois? Le truc, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à faire quelque chose parce qu'ils se comportent comme la plupart des gens. Et ils ne font pas ce que ceux qui ont réussi à obtenir ce qu'ils veulent ne font pas les bonnes choses, ne font pas les mêmes choses, tout simplement. Si vous agissez toujours pareil, il se passera toujours pareil. Si vous formez pas, ben vous apprendrez rien. Si vous appliquez pas les choses, il se passera rien, tout simplement. C'est Einstein qui disait, c'est sa phrase qui est très connue, hein, la vraie folie, c'est de faire encore et encore la même chose et s'attendre à un résultat différent. Si tous les jours, vous allez sur Instagram et vous faites du truc, des contenus, ou que tous les jours, vous, je sais pas, vous allez sur Facebook ou vous publiez des posts et il y a juste des likes,
À un moment donné, il faut comprendre que c'est pas ça qui fait vivre un photographe. Si vous faites pas, si vous proposez pas des sujets aux rédactions, si vous prenez pas rendez-vous, si vous n'allez pas aux événements, si vous faites pas ce qu'on vous dit de faire, ça marche pas. Et comme tout a déjà été fait, il faut se remarquer, se démarquer, nous dit Alexandra. Ouais, faut se démarquer. Et en fait, tout a été fait, mais tout ce qui est nouveau n'est qu'un un remake de quelque chose qui a fonctionné. C'est une association d'idées, de bonnes idées. C'est deux bonnes idées qui font une meilleure bonne idée. 30 000 euros, c'est pas énorme. Est-ce que tu peux te dire combien tu gagnais quand tu étais à 100% reporter de presse? Pour être transparent avec toi, j'étais entre 20 et 30 000 euros en salaire brut. Ce qui est énorme, hein. Qu'en France, quand t'as ce salaire-là en presse, c'est beaucoup. Que t'as pas forcément de charge. Alors, oui, c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui est en corporate, mais c'est du revenu pur, hein. C'est pas du chiffre d'affaires d'une boîte où tu touches que la moitié à la fin. C'est quasiment du net, en fait, parce que tu as un abattement fiscal en presse qui est à peu près de 30%, qui est pas le même que les 45 ou 50% d'une SAS ou un truc dans le genre. Donc c'est pas pareil, en fait. Après, ça dépend aussi, tu vois, moi quand j'ai commencé, je gagnais entre 500 et 1000 euros par mois. Au début, c'était pas. Moi, ça m'allait très bien. J'étais étudiant ou j'étais en train de faire mes études. J'avais pas beaucoup de frais. Ça marche. C'est sûr que quand t'es père de famille avec deux gosses, 1000 balles par mois, ça va pas le faire. On est d'accord. On est d'accord. Euh, je pourrais te citer des photographes qui gagnent 100 000 euros par an en faisant du reportage. Ils vendent pas que à la presse, mais ils font du reportage. Ils vendent à des boîtes en corpo, ils vendent à des offices de tourisme, ils vendent à des agences. Mais au final, ils font des reportages, des grands reportages, que plein de reporters de presse ne feront jamais. Partir en Afrique, justement, au Moyen-Orient, etc., etc. Oui, mais dis, c'est de la pige, ouais, dont je parle. En fait, voilà, c'est ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Si vous faites pas, faut toujours poser la question, qu'est-ce que je devrais faire? La vraie question à se poser, c'est ça. Qu'est-ce que je devrais faire? Je sais qu'il faudrait que je fasse ça, et je le fais pas. Déjà, se poser la question pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas capable de le faire? Et dans ce cas-là, bah, il faut se former pour avoir confiance en soi et réussir à le faire. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie? Et dans ce cas-là, ben, on ne peut pas vous créer votre envie. Vous n'avez pas envie de gagner de l'argent, vous n'avez pas envie de gagner de l'argent. Vous n'avez pas envie d'être photographe, vous n'avez pas envie d'être photographe. Aucun souci, hein. Chacun son truc. C'est parce que vous avez peur. Il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez peur. Vous avez peur quoi? Que ça marche? Parfois, c'est ça, hein. Parfois, on a plus peur que ça marche que ça marche pas. Parce qu'on va se dire, mais si ça marche, putain, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, souvent, c'est un gros problème. Mais juste se poser la question. Et parfois, le simple fait de se poser la question, on se dit, mais oui, putain, c'est con, mais il faut que je le fasse. Donc, je fais quelque chose. Je vais prendre rendez-vous avec une rédac, je vais envoyer un synopsis, je vais proposer un reportage, je vais rentrer dans une agence, je vais poser ma candidature quelque part. Je fais un truc, tout simplement. Il y a pas de grand secret après. Encore une fois, c'est du bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Eh ben, dans ce cas-là, merci d'avoir été présent. Merci pour votre présence, ça me fait plaisir. C'était cool de partager ça avec vous. Euh, Vous avez le lien si ça vous intéresse d'aller plus loin pour la masterclass. N'hésitez pas. Faites un tour sur le catalogue, il y a plein d'autres choses pour aller plus loin sur les questions techniques. Et puis, merci. Et puis, à la semaine, pas la semaine prochaine, mais à une prochaine fois pour une nouvelle conférence. Ciao, ciao.